Alors en fonction des espèces ciblées, la gestion de la haie va pouvoir être utile ou pas, favorable ou pas. Une haie linéaire, par exemple, va offrir un corridor nécessaire aux chauves-souris qui n'aiment pas les grands espaces, mais va attirer peut-être plus de prédateurs de la pie grièche qui aura fait son nid. Bref, encore une fois, tout ça n'est pas simple. Et le trio qui arrive va en fait partager avec nous quelques éléments de cette gestion de la haie au regard de différentes espèces, d'oiseaux et de chauves-souris. Alors, on accueille Jean-Yves Paquet en premier, je pense. Ah non, je me disais aussi les femmes d'abord. D'abord Pierrette Nissen, honneur aux dames. Pierrette Nissen, alors faut-il encore la présenter, Pierrette qui est donc coopératrice chez EcoFirst et qui est Madame Chauve-souris, on peut le dire, hein, Pierrette. Oui. Enfin, en tout cas, une des Madame Chauve-souris en région wallonne. Pierrette, je te laisse la parole. Non, je vais présenter les trois en une fois, on va gagner du temps, c'est bien. Alors ensuite, tu es accompagnée de Jean-Yves cette fois. Jean-Yves Paquet, inutile de le présenter aussi, mais on va quand même le faire, directeur du département études chez Natagora, qui est un habitué de ce colloque. Et enfin, on accueillera Suzon Rondeau, qui est doctorante à l'UC Louvain et qui est aspirante au FNRS et qui a fait un gros travail sur la pie grièche, notamment. Voilà, je vous laisse la parole. Mais donc voilà, on nous a gentiment donné la tâche de vous parler de la biodiversité. Alors évidemment, vous êtes tous des acteurs de la conservation de la nature, donc on a essayé de réfléchir à ce qu'il y avait encore d'intéressant à dire sur ce sujet-là. Donc c'est évidemment... Comment est-ce qu'on avance ici? Alors, voilà. Quand on parle des acteurs de la conservation de la nature, c'est une évidence pour tout le monde que planter des haies, c'est bien. Et on ne va pas nier ça, effectivement. La question, c'est quand on regarde en fait ce qu'on a comme preuve en termes scientifiques au niveau de l'intérêt de la plantation des haies et aussi la manière de les planter, la manière de les gérer, on se rend compte en fait finalement que ce n'est pas aussi simple que ça et que les preuves scientifiques, elles ne sont pas toujours aussi clairement tranchées et en tout cas, elles se contredisent de temps en temps. Et donc l'idée ici, ce qu'on va essayer de faire à nous trois ici, avec nos sensibilités respectives, c'est de vous présenter un peu les faits qui sont établis en matière de haies et d'intérêt pour la biodiversité. Et puis, on parlera après, grâce à Suzon, d'un cas pratique sur la pie grièche, justement, pour approfondir ce qu'a dit Michael juste avant. Donc, on a pris la haie dans ces différents éléments. La haie, d'abord, est un élément qui est très importante dans la continuité du paysage et en particulier pour les chauves-souris parce qu'elle sert de support au déplacement des individus. Donc il faut vraiment voir les réseaux de haies et d'éléments arborés, tout ce qui est éléments linéaires, comme des lignes de métro à travers le paysage. Donc les chauves-souris, toute espèce, pas à peu près, toute espèce confondue, vont utiliser les linéaires arborés comme éléments de déplacement dans le paysage. Et quand il n'y a pas d'éléments arborés, elles vont utiliser d'autres éléments linéaires qui sont des murs, des palissades, des grillages. Et alors ça va dépendre évidemment des espèces de chauves-souris en fonction de leur taille. Plus les chauves-souris sont petites, plus elles sont dépendantes des haies. Plus elles ont la facilité d'échapper aux prédateurs, donc elles volent vite et qu'elles sont grandes, plus elles vont être libérées en fait de cet aspect ligne de métro, elles vont voler à travers. Et c'est aussi une question de portée de sonar. Donc les chauves-souris utilisent vraiment le réseau de haies comme un aveugle suit un mur à tâtons. Donc plus leur sonar porte loin, plus elles vont oser se lancer en fait dans un trou. Quelques exemples en termes d'études qui prouvent ça, c'est notamment une étude au Royaume-Uni dans des grandes zones de plaine ouvertes, vraiment en open field. Il montre très clairement que plusieurs espèces de chauves-souris, donc la pipistrelle, le natusus, le murin d'Aubenton, le murin moustache, pour ceux qui sont familiers avec ces espèces-là, plus on est proche d'une haie et plus le réseau de haies est dense, plus l'activité des chauves-souris est importante au niveau des haies. Donc ça, c'est clairement établi et ce n'est qu'une étude parmi d'autres. Et je vous disais que les espèces sont sensibles au réseau de haies de manière différenciée. Et effectivement, le petit rhinolophe, par exemple, est vraiment une espèce qui est tout à fait typique et qu'on cite toujours un peu de manière bateau, mais ce n'est pas vraiment à tort. C'est vraiment une espèce qui va éviter de chasser et de traverser les milieux ouverts. Et donc, il va préférer faire un énorme détour, un peu comme à Bruxelles, parfois vous devez aller d'un point à l'autre, ça irait parfois plus vite à pied, mais vous prenez quand même 4 lignes de métro pour y arriver en faisant un grand tour. Le petit rhinolophe fait exactement ça dans le paysage. Et donc, quand on a un paysage comme celui-là, il faut bien réfléchir la connectivité en termes de connectivité entre le gîte, donc où se trouvent les chauves-souris en journée, où se trouve la colonie de reproduction ou les gîtes de mâles, et où est-ce qu'elles vont aller chasser. Donc elles partent d'un endroit, elles vont chasser à un autre endroit en suivant les linéaires.
Et donc, de ce fait-là, la continuité de ce linéaire, il est vraiment crucial, en fait, pour la plupart des chauves-souris. Elles vont se déplacer d'un site de chasse à l'autre, et elles vont aussi, évidemment, se déplacer entre leur gîte d'été et leur gîte d'hiver au sein du même paysage. Et donc, la tolérance, en fait, façon discontinuité dans ce maillage, elle est assez faible pour la plupart des espèces, de l'ordre de 10 à 100 mètres. Alors on a évidemment des espèces de chauves-souris qui viennent tout contredire, sinon ce serait trop simple, comme les noctules par exemple, elles chassent super fort en altitude, et donc elles sont contrefiches du réseau de haies qui est en dessous, quoi. Alors l'intérêt évidemment du réseau, comme l'a dit Michael tout à l'heure, c'est de relier les zones noyaux. Donc quand le réseau linéaire arboré relie des forêts, des vergers entre eux, des plans d'eau, des cours d'eau, ou d'autres éléments bocagés, l'intérêt évidemment de ce réseau il est décuplé. Alors il ne faut jamais oublier quand on réfléchit chauve-souris à réfléchir que chauve-souris égale nuit, et donc on a des éléments de fragmentation qu'on oublie beaucoup trop souvent quand on conçoit un réseau de haies de jour, qui sont les éléments de lumière, tout ce qui est route et villages et éléments de barrières lumineuses sont vraiment des éléments qui sont très fragmentants, et donc il faut vraiment quand on utilise les haies comme éléments de continuité, bien faire attention à ces éléments-là de fragmentation liés à la lumière et au bruit aussi, pour tout ce qui est axe routier notamment. Alors, belle transition, je vous parle d'effets fragmentants, je vous parle aussi d'effets défragmentants. Aux Pays-Bas, par exemple, ils utilisent très clairement les linéaires arborés comme effet du hop-over, comme ils appellent ça. Donc, c'est des éléments qui permettent aux chauves-souris de traverser de manière sécure les éléments d'infrastructure de transport, que ce soit des routes ou des chemin de fer par exemple, et donc on a vraiment les chauves-souris qui suivent en fait la haie, et alors à l'endroit des routes, ils font monter les arbres plus haut, et les chauves-souris du coup traversent à hauteur au-dessus en fait des véhicules, et donc il n'y a pas d'effet de mortalité lié au trafic. Sur les gros axes routiers comme des 4 bandes, des autoroutes, etc., c'est vraiment crucial pour ça d'avoir des éléments arborés au milieu, parce que sinon la chauve-souris elle vient, et soit elle pique tout droit à hauteur de voiture, soit il y a pas mal d'espèces qui, quand c'est trop long, volent à hauteur de 50 cm à 1 mètre au-dessus de la route. Et donc ça, c'est nickel pour se faire choper par tous les camions qui passent. Donc c'est vraiment important de tenir ça en tête. Donc quand je lis le long des routes nature maîtrisée, vie sauvée, ce n'est pas vraiment le cas pour les chauves-souris. Et donc ces éléments-là, ils sont vraiment importants, et l'effet inverse, il est vrai aussi, quand on a des haies basses taillées qui mènent tout droit à une route, ça c'est un point noir majeur en termes de mortalité routière, quoi. Donc c'est des éléments auxquels il faut vraiment faire attention quand on réfléchit à ces choses-là. Et alors les Hollandais, ils sont aussi assez fortiches en matière d'utiliser des réseaux linéaires pour guider les animaux, chauves-souris en particulier, mais d'autres aussi, vers des éléments de franchissement, que ce soit des tunnels sous voie, des écoponts, des écoducs, etc. C'est vraiment des outils qui sont super bien utilisés. Alors je vous parle tout le temps de chauves-souris, mais on est aussi là pour parler des oiseaux. Et donc un exemple au niveau des oiseaux. Donc chez les oiseaux, en fait, il y a très très peu d'espèces, contrairement aux chauves-souris, qui ont besoin de connexion linéaire dans le paysage. Visiblement, les oiseaux volent très très bien sans guide arboré du tout. Un seul exemple que m'a trouvé Jean-Yves, c'est la mésange nonnette, qui est une espèce donc, qui est forestière et qui a besoin vraiment de connexion, elle, entre ses habitats forestiers pour arriver à se déplacer d'un habitat à l'autre. Donc quand une forêt, comme celle-là ici, est vide de mésanges, si les éléments dans lesquels se trouvent les mésanges sont trop éloignés en fait, et ne sont pas reliés par une connexion arborée de l'autre patch forestier qui lui est occupé, en fait celui-là va rester vide. Donc c'est vraiment un exemple qui est un des rares, visiblement, au niveau des oiseaux, d'une espèce qui a besoin d'une connexion linéaire. Donc ça, c'était pour les questions de déplacement. Maintenant, on va parler des haies comme zone de nourrissage. Un petit dessin sympa. Donc les haies, c'est vraiment des sites de chasse qui sont idéaux pour les insectivores en particulier, parce que les haies sont évidemment des sources de nourriture où se développent plein d'insectes, parce que les insectes y trouvent des feuilles, des fleurs à butiner, des fruits, du bois mort. Donc il y a plein d'insectes qui sont produits au niveau de la haie, mais il y a aussi plein d'insectes qui sont produits dans les alentours, dans le sol ou dans les zones agricoles, dans les forêts, et qui à un moment ou l'autre de leur cycle se réfugient dans la haie parce qu'elles y trouvent un abri ou parce qu'elles y trouvent des choses qui répondent à d'autres besoins. Et donc pour tous les animaux insectivores, les chauves-souris, mais aussi plein d'autres, c'est vraiment des sites de chasse idéaux. Un exemple en termes d'études
On vous a dit qu'on vous parlait de choses qui étaient étayées scientifiquement. Quand on regarde, c'est toujours au Royaume-Uni par exemple, la taille des colonies de grands rhinolophes est directement dépendante de la densité des haies dans les alentours. Donc c'est vraiment une question de ressources trophiques qui est accessible. Et donc on a ici un exemple tout à fait typique de cette question d'accessibilité de nourriture. Et puis les haies sont aussi des sites d'alimentation pour les oiseaux, évidemment insectivores en période de nourrissage, mais en période hivernale ou automnale, que ce soit des espèces migratrices ou hivernantes sur le territoire. Évidemment, les haies sont fournisseuses de toute une série de baies pour les oiseaux frugivores ou de graines pour les oiseaux granivores, comme la grive licorne qui est là sur l'image. Et alors, il faut faire attention dans ce cas-là que plus on taille une haie, plus la production en fruits est difficile ou n'est plus accessible au moment où les oiseaux arrivent. Et donc, il y a vraiment une question de réflexion de la gestion qui doit être menée si on veut favoriser ces espèces frugivores pour pouvoir continuer à alimenter ces espèces. Donc ça veut dire en gros des coupes sur un schéma pluriannuel plutôt qu'une coupe annuelle, par exemple. Je passe la parole à Jean-Yves. Merci Pierrette. Donc moi je vais continuer un peu sur la même idée sur la haie comme poste de prédation. Donc on a vu que c'est quelque part une réserve de nourriture pour de nombreuses espèces. Et pour les chauves-souris, en plus d'être une réserve de nourriture, la haie peut aussi servir de poste de chasse, de poste d'affût. Notamment, ça a été montré pour le grand rhinolophe, qu'il utilise ce type de haie particulière qui est, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, une haie pâturée, où les vaches vont avoir tendance à s'abriter en dessous de la haie. Et donc, d'une manière privilégiée, vont amener les proies de ce prédateur qui va donc se percher dans le bas de la haie, le rhinolophe, ainsi que parfois d'autres espèces de chauves-souris. Donc ces proies, c'est les coprophages qui viennent dans les bousses des vaches, donc qui vont s'accumuler à cet endroit-là, ainsi que les mouches qui suivent les vaches. Chez les oiseaux, les oiseaux, ils sont à la fois prédateurs et proies. Donc ici, on a un prédateur des nids de petits passereaux qui vont dans les haies. Donc dans une haie comme celle-ci, on va avoir plusieurs espèces de petits passereaux, le bruant jaune par exemple, qui vont installer leur nid, mais le jet va entraîner un risque de prédation pour ces espèces-là. Et donc on peut réfléchir à, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce qu'il faudrait obtenir comme conformation de haies pour minimiser ce risque de prédation, parce que sinon, on sait même que certains prédateurs vont utiliser le linéaire aux dépens des espèces qui s'abritent dedans. Donc ça serait, si on veut reconstituer un bocage pour la pie-grièche écorcheur et qui fait son nid là-dedans, et puis que tous ces nids se font prédater, c'est un peu embêtant. Mais en fait, les études sont un peu divergentes à ce sujet-là, ça dépend un peu du contexte paysager. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'une haie comme celle-ci, qui est extrêmement simple, avec seulement une ligne d'arbre, par exemple, entourée d'un milieu aussi, ici c'est une prairie de fauche banale, on va dire, a beaucoup de chances d'être en fait plutôt un attracteur pour les prédateurs que réellement un élément de réussite pour les nichés. Donc voilà, j'aborde déjà un peu le sujet il faut différentes haies en fait pour différentes espèces. Et ici, je reviens d'ailleurs sur un élément qui a été abordé tout à l'heure par Michael. Donc la haie, en fait, il faut le voir quelque part comme un analogue plutôt agricole évidemment, plutôt artefactuel, de la succession forestière. Entre une haie jeune et une haie arborée qui peut même parfois devenir une lisière, etc. On a en fait quelque part une succession forestière avec des stades buissonnants qui vont être favorables à toute une série d'espèces. Ici, chez les oiseaux, j'ai pris les 4 espèces de fauvettes qui nichent en Wallonie. La fauvette grisette, on va la retrouver dans les stades buissonnants en bas. La fauvette babillarde, elle va être dans les grosses haies non arborées généralement, mais continues. La fauvette des jardins, elle va apprécier d'avoir un petit peu des arbres au-dessus de sa tête. Et la fauvette à tête noire, c'est en fait un oiseau forestier. Et donc elle va occuper les haies forestières. Et donc on a vraiment, quelque part, si on veut maximaliser le nombre d'espèces, on en revient à la notion de richesse spécifique qu'on a vu tout à l'heure, il faut que dans le paysage, il y ait un peu tous les stades de haies, fatalement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez les oiseaux, en Europe, les espèces forestières sont considérées comme plus généralistes. C'est-à-dire que si vous allez à différents endroits d'Europe voir ce qu'il y a dans une forêt comme oiseaux, vous allez généralement retrouver les mêmes espèces. La fauvette à tête noire, le pinson des arbres, etc. Les espèces des milieux plus buissonnants, plus ouverts,
sont plus spécialistes. Et donc, on va trouver beaucoup d'espèces patrimoniales rares dans les espèces du début de la succession. Tandis qu'une haie arborée va plutôt contenir peut-être plus d'espèces, mais des espèces généralement considérées comme moins patrimoniales, pour revenir aussi sur une notion qui a été introduite tout à l'heure. Alors, justement, peut-être un peu en guise de provocation, quand on voit le « Yes, we plant », c'est de se poser parfois la question de savoir, puisque c'est une succession forestière, et que dans la gestion forestière, on en vient de plus en plus à la régénération naturelle, par exemple, laisser spontanément revenir ce qui doit pousser à cet endroit-là, on pourrait en fait faire la même chose avec les haies. Ici, c'est près de chez moi, juste ce week-end, je me disais, mais là, en fait, on pourrait laisser simplement l'espace, et vous voyez que la nature, elle revient vite. Ici, malgré que ce soit un paysage hyper intensif au niveau agricole, dès qu'on laisse un peu d'espace, il y a déjà des buissons qui reviennent, et en quelques années, on aurait les premiers stades buissonnants et les premières espèces de haies, et donc une haie spontanée avec quelque part une garantie que même temporellement, on aurait tout le cortège. Donc c'est important de penser à la structure des haies, on y reviendra, mais juste un petit encart aussi pour dire que cette structure, elle est vraiment à voir aussi au niveau du paysage, et on va y revenir d'ailleurs dans la suite sur la pigriche écorcheur, on l'a déjà dit, il faut aussi que le paysage autour de la haie apporte aux animaux, aux oiseaux qui vont occuper la haie, ou même aux insectes, d'autres éléments comme par exemple les floraisons, si on parle d'insectes, ou pour les oiseaux, des endroits pour se nourrir comme les prairies maigres de fauche, par exemple. Alors, toujours au niveau de la structure de la haie, quand on revient sur les chauves-souris, finalement, par rapport aux oiseaux, c'est un groupe qui est, désolé Pierrette, mais plus focalisé écologiquement. Et donc, généralement, on arrive plus à avoir un ensemble de paramètres qu'il faudrait respecter pour favoriser globalement les chauves-souris. Alors que les oiseaux, on l'a vu, comme quelque part, ils ont un gradient écologique beaucoup plus large, il y a beaucoup plus d'espèces, il y a des espèces de jeunes stades et des vieux stades. Donc, c'est plus compliqué de maximaliser pour les oiseaux. Par exemple, ici, c'est une haie qu'on pourrait optimaliser pour les chauves-souris parce qu'elle a déjà un espèce d'effet tunnel. On voit que les arbres reviennent au-dessus du chemin. Et on pourrait, pour les chauves-souris, planter à droite du chemin, par exemple, ce qui augmenterait cet effet tunnel et rendrait encore la haie plus favorable. Malheureusement, dans le cas des MAE, c'est une haie qui ne serait pas subsidiée. Pour les chauves-souris, c'est relativement simple aussi parce que finalement, les études montrent, plusieurs études ici montrent que plus la haie est arborée et haute, et donc en général aussi plus elle est large, même si ça c'est pas démontré, mais c'est souvent lié, une haie haute est souvent plus large. Donc plus elle contient d'arbres, finalement, plus elle est attractive pour les chauves-souris. Il y a plus d'insectes et on va trouver plus de chauves-souris dans les haies arborées. Alors, voilà, donc, on peut aussi trouver des chauves-souris sur des haies buissonnantes, évidemment, mais finalement beaucoup moins. Ici, c'est ce que la courbe montre. Donc, en tout cas, si on est dans un paysage très ouvert, donc très éloigné des forêts, alors à ce moment-là, une haie sans arbre peut aussi un peu convenir aux chauves-souris. Mais généralement, dans un paysage mixte forêt-prairie, on va plutôt préférer les haies hautes pour les chauves-souris. Et donc, pour revenir encore sur une notion qui a été abordée tout à l'heure, il faut bien penser que, notamment pour les oiseaux, tous les oiseaux n'aiment pas les haies, en fait. Il y a même des espèces qui sont, on va dire, spécialisées dans l'évitement des haies. Et c'est notamment chez nous 5 espèces, en fait, qui sont naturellement présentes dans les grandes plaines alluviales, que malheureusement on n'a plus trop ça chez nous, mais ça c'est un paysage de l'ouest de la France. Et donc dans ce paysage d'ouest de la France, ils ont étudié en fait la richesse spécifique de ces 5 espèces, le tarier des prés sur la photo, le râle des genêts, bruant des roseaux, bergernette printanière et bruant proyer. Donc ces 5 espèces qu'on pourrait dire patrimoniales en Wallonie, qui sont sur la liste rouge, sauf pour la printanière, on voit que très rapidement, quand on augmente la longueur des haies dans le paysage par unité de surface, on perd en fait ces espèces-là. Quelque part, elles sont peut-être parce que ça leur donne un signal de possible prédation. On ne sait pas toujours l'expliquer, ça pourquoi, mais en tout cas, on constate que on doit éviter, si possible, de mettre des haies au milieu d'un habitat où on cherche à protéger ces espèces-là. En Wallonie, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut s'interdire de planter des haies. Il y a plein d'endroits où on peut évidemment le faire. Mais par exemple, ici, j'ai entouré la dernière zone où il y a une population viable de tariers des prés, c'est la région d'Elzonborn et la vallée de la Roure.
Ben là, par exemple, quelque part, il faudrait même réfléchir à lutter contre les buissons, en fait, dans cette zone-là, pour favoriser donc une grande plaine alluviale favorable aux tariers. Et alors, le Bruant-Proyer, sur la photo ici, ben lui, il ne se retrouve plus qu'en SB. Enfin, non, pas tout à fait, mais il a, en tout cas, son dernier bastion, c'est la SB. Donc, dans ces grands paysages d'open field, là, je ne dis pas qu'il ne faut rien planter, mais on peut alors plus privilégier des haies basses et discontinues, des buissons plutôt que des haies continues, en tout cas dans les zones où réellement l'espèce niche. Donc vous voyez, c'est un peu plus des exceptions que la règle, mais c'est aussi valable effectivement pour les busards. Alors un autre endroit où on peut se poser la question, parce que bon voilà, il y a la question des éoliennes, et est-ce qu'il faut mettre des haies à proximité des éoliennes ou pas? Ben, ici il y a une étude justement qui montre, en faisant des écoutes nocturnes pour mesurer l'activité des chauves-souris avec des enregistreurs placés dans des haies plus ou moins loin d'une éolienne, ben on remarque que plus on s'éloigne de l'éolienne, plus l'activité des chauves-souris est présente. Et donc ça veut quelque part dire que la chauve-souris évite, que l'éolienne a un effet repoussant pour les chauves-souris finalement, donc ça ne vaut pas trop la peine de planter au pied des éoliennes, et surtout qu'en fait, on pourrait même craindre que, même s'il y en a moins, ben, ça va quand même attirer certaines chauves-souris qui sinon n'auraient pas été là, et on a à ce moment-là un risque de mortalité sur les éoliennes. Donc, en général, retenons qu'il vaut mieux éviter la proximité des éoliennes. Voilà, ça c'est toutes des comparaisons voilà, sur différents milieux d'une manière générale, et maintenant, Susan va approfondir l'aspect sur l'espèce patrimonial dont on a déjà parlé, l'écorcheur, qu'on aime tous. Merci Jean-Yves. Donc oui, on m'a déjà introduit mon sujet pour moi, ça tombe bien. Et donc, comme on l'a dit, on va parler de cette pigriège écorcheur qui est une espèce emblématique des haies et surtout qui permet d'illustrer plusieurs des fonctions dont on a parlé avant. Donc par exemple, on a parlé de la haie comme d'une ressource alimentaire ou d'un perchoir de chasse, ce qui est évidemment le cas de l'écorcheur qu'on voit ici avec une proie dans son bec. Ça permet également de faire une défense territoriale par rapport aux prédateurs qui peuvent utiliser les haies également, comme on voit ici avec le mâle qui a l'arme. Et ça permet de faire un poste de nourrissage pour les jeunes, par exemple, une fois qu'ils sont sortis du nid, comme on voit ici, avec un jeune qui quémande violemment à ses parents. Et puis, on a quand même parlé de réservoir de nourriture. Alors, ce n'est pas tellement un réservoir de nourriture en termes de chasse et de proie pour l'écorcheur, mais c'est bien un réservoir en termes de lardoir, puisqu'ils vont stocker leur nourriture dans les haies. Mais finalement, ce qui m'intéresse moi ici plus particulièrement, c'est cette haie comme habitat de nidification chez la pigrièche écorcheur. Et donc, comme on l'a dit, en fait, la pigrièche écorcheur, c'est une espèce patrimoniale, c'est une espèce qui a beaucoup d'attractivité d'un point de vue scientifique aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé un projet au niveau de la pigrièche écorcheur et surtout de l'influence de la structure de son habitat, ce qui inclut les haies, sur son succès reproducteur, particulièrement en Famenne. Et donc, on va regarder à la gestion de son habitat, donc des prairies, aux ressources alimentaires, évidemment la structure des haies et du réseau de haies, et à ce que ça peut avoir comme impact également au niveau du microclimat. Donc ici, évidemment, je vais me focaliser sur la gestion et la structure surtout des haies pour l'écorcheur et ce qu'on a pu observer en Famenne. Alors donc, on l'a bien dit, la haie, c'est une espèce, la pigrièche écorcheur, c'est une espèce emblématique des haies. Mais finalement, en fait, on n'observe pas vraiment de préférence nette entre les haies et les buissons pour le positionnement de leur nid. Donc on voit ici en vert foncé sur la droite du camembert qu'on a plus ou moins 40% des nids qui sont dans des haies plus ou moins grosses, et en vert clair, plus ou moins aussi 40% des nids qui sont dans des buissons et donc pas dans ces aliments linéaires. Donc ça illustre encore une fois que finalement il n'y a pas qu'un type de haie qui peut suffire. Et le pourcentage restant des nids trouvés sont plutôt dans d'autres éléments, par exemple des massifs arborés, comme on voit ici. Alors moi, je n'ai pas pu voir pour l'instant de différence de succès reproducteur entre ces buissons plus ponctuels et ces haies linéaires en Famenne, mais ça a tout de même déjà été montré, notamment en Pologne, qu'on avait un succès plus important dans ces buissons ponctuels en dehors des éléments linéaires que dans les haies. Donc ça porte quand même à réflexion par rapport à cette espèce qui est justement emblématique des haies. Alors on a quand même regardé un peu aux espèces qui composaient les haies également. Donc nous on a observé que dans les haies où on a trouvé des nids, jusqu'à 32 espèces composent donc les haies recensées, et 16 de ces espèces sont utilisées comme support de nid. Alors évidemment c'est des espèces assez classiques, surtout en Famenne,
donc le prunelier par exemple, l'aubépine ou encore l'églantier qui sont vraiment très présents. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que les espèces qui sont majoritaires dans les haies, donc par exemple ici on voit que dans 64% des cas recensés, le prunelier est majoritaire, mais ce n'est pas toujours ce prunelier qui est utilisé comme support du nid, puisque ça diminue un peu en pourcentage. Et à l'inverse, l'églantier, qui est très rarement majoritaire dans la haie, puisque c'est plutôt une espèce compagne, va quand même être un peu plus utilisé comme support du nid. Quelque chose qui est aussi très intéressant, en tout cas au niveau de l'écorcheur, c'est l'envahissement des haies par les ronces, puisqu'on a toujours l'impression qu'une haie envahie par des ronces, c'est sale, c'est pas beau, mais c'est super intéressant. Et par exemple, on voit ici que, justement, encore une fois, on a un pourcentage de haies envahies par les ronces qui n'est pas très élevé, mais quand il y a des ronces, elles sont assez souvent utilisées comme support du nid par l'écorcheur, donc en fait c'est un élément assez intéressant. Alors évidemment, j'ai parlé des haies d'épineux puisque c'est ce qu'on considère en général pour les écorcheurs, mais il faut savoir qu'une haie diverse avec des espèces non épineuses est tout à fait utilisée aussi, et même comme support de nid, donc par exemple avec du charme, du chèvrefeuille ou du cornoiller encore ici. On a regardé évidemment les caractéristiques structurelles des haies également, avec par exemple la hauteur à laquelle sont placés les nids, et on voit ici que 75% des nids sont placés entre 1,25 m et 2,18 m. Alors on a quand même trouvé des nids très hauts jusqu'à près de 5 mètres, mais ça montre quand même que globalement les écorcheurs ne vont pas trop mettre leur nid dans les grosses haies très vieilles, très hautes et très larges, mais plutôt privilégier des haies, on va dire, intermédiaires, pas des toutes petites, toutes jeunes haies, mais pas non plus des trop vieilles. On a regardé également un peu à l'orientation des haies, à l'orientation dans laquelle étaient placés les nids, et ça on n'a pas vu de préférence en termes d'orientation. Donc a priori les nids sont placés autant nord, sud et est, un petit peu moins à l'ouest en général, mais ça va évidemment à mettre en contexte avec l'orientation de la haie en elle-même. Puis finalement on revient à ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, également dans la présentation précédente et dans la nôtre. Une haie, oui, c'est bien, mais pas n'importe où. Et donc nous, en fait, vraiment, une des grosses pierres d'achoppement de ce projet, ça va être de regarder la gestion de l'habitat autour de ces haies, et principalement, évidemment, la gestion des prairies. Et donc on voit ici, par exemple, prairies pâturées, fauchées, ou encore fauches maigres, mais également les différents éléments paysagers, comme les routes autour desquelles sont placées les haies, ou encore les massifs forestiers. Donc il faut bien tout mettre ça en contexte et pas uniquement considérer cette haie. Et donc finalement, pour conclure un peu notre présentation à tous les trois, vous avez bien vu que finalement la haie c'est un sujet plus complexe que ce qu'on a parfois l'impression de penser, avec des études de terrain, comme par exemple celle sur l'écorcheur, qui apportent encore des informations maintenant, et il en faut encore beaucoup d'autres. Donc la haie, elle doit bien être considérée au sein du paysage et non pas comme un élément isolé. C'est un élément, on l'a dit, de diversification, mais également un élément de connexion entre les autres éléments du paysage, donc on l'a bien dit tout à l'heure, ces noyaux. Et finalement, une multitude de haies et d'alignements boisés, donc comme des éléments arborés avec différents visages et différentes structures, vont permettre de rencontrer les besoins d'une multitude d'espèces. Et d'où ici le petit jeu de mots, donc plus de biodiversité, c'est plus de biodiversité également. Voilà, merci pour votre attention.